Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dimanche prochain, le 5 novembre, c'est le temps d'aller voter pour votre maire ou votre mairesse. Ces prochaines élections nous poussent à Je vote pour la science de porter notre regard sur certains enjeux. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité, ou plus justement des enjeux liés au transport au sein des villes. Le décès récent du jeune cycliste Clément Ouémé soulève la question du partage de la route entre ses usagers. Il importe de parler aussi de sécurité routière, de transport collectif, mais aussi des technologies qui aident à améliorer tout cela. À l'ère des changements climatiques, il faut aussi se soucier de transition énergétique et de préparer l'arrivée sur nos routes de plus de voitures électriques et autonomes. Sans compter que l'on parle aussi beaucoup de la ville intelligente. La ville de Montréal progresse-t-elle en intelligence en matière de transport? Pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui Nicolas Saunier, professeur en génie des transports à l'École polytechnique de Montréal, co-directeur du laboratoire sur les systèmes de transport intelligents au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Bertrand Schepper, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai eu l'impression que cette campagne municipale faisait une grande place à la mobilité et au transport, sans doute en raison du triste décès du jeune Clément Ouémé. Et vous, avez-vous trouvé qu'on parlait assez et de la bonne manière de transport, peut-être, professeur Saunier? J'aurais pas une vue forcément d'ensemble de la campagne, mais ce qui, en tout cas par rapport au décès récent, je suis toujours un petit peu frappé qu'on attend justement ce type d'événement pour se poser des questions et que c'est pas forcément du notre point de vue des chercheurs ou de la bonne façon. C'est quelque chose on doit se poser une problématique qui est la sécurité routière qui est malheureusement assez invisible. On y est accoutumé. On a intégré le fait que ça génère autant d'impacts négatifs, en particulier sur les d'accidents qui ont des mortels et des blessures graves. Et si on avait n'importe quel autre problème social qui générait autant de morts et autant de blessés dans la société, qui serait une maladie, qui serait une guerre, c'est quelque chose qui serait dans les médias jour après jour après jour. Sauf que c'est quelque chose qui est invisible dans notre société. Donc il faut quelques événements de ce type pour que d'un coup on en parle, et là il faut trouver tout de suite une solution. Et de mon point de vue, évidemment, c'est pas forcément, il n'y a pas de solution spécifique à un accident spécifique. Les accidents, c'est quelque chose de très complexe, multifactoriel, qui sont liés à la fois à l'infrastructure, au comportement des usagers et aussi aux véhicules. Et de la façon dont on décrit le système de transport, et on peut pas vraiment directement associer une cause. Donc dans la campagne, c'est normal, c'est bien qu'on parle de sécurité routière, mais on ne devrait pas juste en parler parce qu'il y a un décès, parce qu'on va pas trouver une solution pour un problème spécifique. Ce qui nous intéresse en particulier en tant que chercheurs, c'est vraiment trouver des solutions qui ont le plus d'impact, donc des solutions systémiques. On a souvent beaucoup d'emphase à la SAAQ et dans d'autres sur les comportements. Oui, les comportements ont une part de responsabilité. Les usagers sont souvent responsables en partie des accidents. Mais il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'infrastructure de façon systématique, mais qui requièrent des investissements à long terme. Oui. Pour vous, Monsieur Schepper, quels sont les enjeux peut-être les plus importants du transport en ville? Ben, en fait, quand on regarde, moi je m'intéresse beaucoup à la question du transport en commun. Donc évidemment, on en a parlé un peu plus, je dirais, dans cette élection aussi que dans les plus récentes élections à Montréal, pour différentes raisons. D'une part, bien évidemment, je pense que Projet Montréal, avec sa proposition de ligne rose, a eu un impact réel sur la question. D'autre part, on s'enligne pour avoir le REM dans les prochaines années, donc nécessairement ça fait partie, je dirais, là, du mix de transport en commun, avec les critiques ou non qu'on peut avoir. Puis aussi, bien sûr, il y a des questions de tarification qui sont sorties dans le transport en commun. Donc, on voit qu'il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que les gens souhaitent avoir, je pense, un meilleur service de transport en commun à Montréal. On a pris... Dans les dernières années, on a développé un peu plus le métro à Laval, par exemple. On n'a pas eu un développement majeur du transport en commun à Montréal depuis longtemps, et je pense que ça devient une nécessité à l'ère où, par exemple, on va devoir faire une transition environnementale de manière à, idéalement, je pense, diminuer le nombre de voitures sur le territoire, à l'ère où, et puis ça va être un gros défi, parce que depuis des années, en fait, la population en âge de conduire augmente d'à peu près 1,3%, alors que la population qui achète des voitures, les voitures sont vendues, on augmente d'1,9%. Donc, il y a de plus en plus de voitures sur les routes
par rapport à ce qu'on a besoin. Et en plus, les villes veulent avoir, par exemple, une capacité de diminuer la congestion qui nous coûte très cher. Hein. Si je ne me trompe pas, une étude de la SAQ, du ministère des Transports dit que c'est 1,8 milliard de dollars annuellement qui sont dépensés en congestion à Montréal. Donc, il va falloir trouver une solution à ça. Moi, je pense que la solution passe par le transport en commun, par le transport actif, de sorte à diminuer, les coûts, mais aussi favoriser une meilleure qualité de vie. Et il est temps d'investir. Malheureusement, ça coûte très cher, parfois en transport en commun, et ça nous donne l'impression que c'est irréalisable. Maintenant, je pense que les villes ont un rôle à faire, un rôle qui est évidemment de financement, mais aussi de, entre guillemets, leader pour amener ces projets-là, pour qu'on, je pense, considère le transport en commun comme une infrastructure, au même titre que des routes, par exemple, où là, les États ont beaucoup moins de problèmes à financer qu'on le fait avec le transport en commun. Oui, on va parler beaucoup de Montréal aujourd'hui, mais ça peut s'adresser aussi aux autres municipalités. Est-ce qu'il y a des enjeux où on pourrait s'inspirer d'autres villes, que ce soit au Québec ou ailleurs, justement, pour s'assainir? Oui, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font mieux, là, que ce soit en transport en commun ou en sécurité routière ou même en intégration des technologies. Je pense que les villes européennes, d'une façon générale, pour des différentes raisons historiques de choix, font mieux dans tous ces domaines-là. Mais ce que j'aimais, puisque ce qu'on avait discuté, ce que j'aime rappeler, par exemple, si on prend toujours l'exemple du vélo, les villes européennes qu'on cite aujourd'hui comme exemple, qui ont des 30 à 40% de part modale, là, c'est le pourcentage des déplacements qui sont faits en vélo, comme Amsterdam ou Copenhague, c'est des villes qui, après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 60-70, se sont réveillées un jour et se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On a mis de l'auto partout. C'était le futur, c'était la nouveauté, c'était l'innovation, c'était la futurité motorisée dans ces années-là. Mais ces villes-là, à ce moment-là, se sont réveillées, se sont dit, nos centres-villes sont moins vivables, et il y avait une tradition comme tout de même de se déplacer à vélo beaucoup plus importante, et ils voyaient la part des déplacements qui s'effectuent à vélo se diminuer. Et ils ont fait un choix, et de reprendre, de réinvestir, de reprendre l'espace pour l'allouer à d'autres modes de transport. Donc moi, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit, mais ce qu'il faut vraiment mettre, je suis pas un politicien, nous on est des chercheurs, donc je dis les choses comme elles sont, c'est que l'espace qui est disponible dans une ville au transport, les voies, les routes et les trottoirs, tout cet espace-là, on a un choix de l'allouer, mais il est limité. Et si on dit, et ce qui est une bonne chose, il va falloir diminuer la place de l'automobile pour mettre du transport en commun, pour mettre des vélos, pour rendre les déplacements à pied plus agréables, pour les rendre plus sécuritaires. Il faut réallouer l'espace. Il va falloir prendre de l'espace dans certains cas, donc à l'automobile, et la donner à ces modes-là. C'est ce qui a été fait dans les villes européennes maintenant depuis ces années-là. Et aujourd'hui, ce sont des villes leaders. Et si Montréal, qui se targue d'être effectivement une des villes les plus qui encourage ou qui donne une place importante au mode de transport actif, si elle veut aller plus loin, il va falloir continuer à prendre de l'espace, à donner plus d'aménagements, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges, des saliers de trottoirs pour les piétons, pour continuer à avoir des modes plus environnementaux, des modes et encourager les modes actifs. Parlons un petit peu de vélo, parlons un réseau cyclable, et on va parler aussi de transport en commun. Donc parlons peut-être d'abord de transport actif. Professeur Saunier, investit-on assez dans le réseau cyclable, et est-ce qu'il y a assez de connectivité entre, justement, est-ce qu'on peut circuler vraiment d'un bout à l'autre de Montréal juste en vélo? Est-ce que c'est facile? Oui et non, mais il y a effectivement on a un réseau qui est tout de même assez grand, mais ce qui est toujours un petit peu frustrant, c'est qu'effectivement ce qui est l'indicateur qui est discuté dans les médias et dans la campagne, ça va être un indicateur en termes de longueur du réseau. Au mieux, on va discuter un petit peu quel type de réseau, parce que ce qui compte vraiment, c'est les pistes cyclables, puis après les voies cyclables, mais des espaces qui sont protégés. On sait que si on veut amener tout le monde à faire du vélo, pas juste en gros des gars,
et qu'on veut des femmes et des enfants et que tout le monde se sente à l'aise, il va falloir des aménagements où les gens se sentent aussi en sécurité et qui sont réellement sécuritaires. Ça, aussi la littérature le montre, même nos études ici à Montréal le montrent. Donc, il faut construire ce type d'aménagement, mais donc pas seulement la longueur, mais aussi le type d'aménagement. Et quand on se rend compte, on a aussi travaillé sur des indicateurs qu'on appelle de discontinuité. Si on regarde des endroits où justement, ça change de catégorie. On a un aménagement qui est séparé, puis on passe à une voie, puis parfois ça change de côté. Puis parfois il y a plus rien. Puis c'est pas toujours clair que quand on arrive, on sait où on doit se rendre. Ou ça va effectivement pas directement jusqu'à votre destination finale. Il manque donc, et donc pour améliorer le réseau, il y a différentes choses qu'on peut faire. L'allonger, c'est a priori une bonne chose. Il faut regarder des axes. Les axes nord, sud, est, ouest ne sont pas tous complets. Si on passe le long du parc du Mont-Royal, je dirais par exemple directement à l'est, on a l'avenue du Parc qui est pas très très agréable par exemple. Il manque certains aménagements parce que le réseau naturellement s'y prêtait pas forcément. Mais il faut les rajouter. Et nous, ce qui apparaissait dans les cartes qu'on a fait, il y a des points spécifiques dans le réseau où c'est pas forcément en termes de longueur à investir, mais c'est vraiment en termes de qualité de finir la connexion. On pourrait citer par exemple l'avenue Laurier-Ouest qui est en train d'être finie. Jusqu'à quasiment la limite du plateau, on a une voie cyclable qui a été aménagée, qui maintenant est très agréable. On a un compteur en face de la station Laurier qui montre que elle est très achalandée. Mais à présent, pour l'instant, ça sera pas fini, ça ne connectera pas, par exemple, jusqu'à le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. C'est des opportunités manquées, c'est ce qui fait un petit peu la qualité finale. Là, on a un réseau qui est quand même assez mature, qui même dans certains cas, il va falloir augmenter sa capacité, parce qu'on sait que sur les pistes cyclables du centre-ville, par exemple, on nous rapporte qu'il y a de la congestion, il y a des gens qui prennent d'autres itinéraires, mais aussi investir vraiment stratégiquement et trouver ces endroits du réseau qui permettent de finaliser, de connecter bien tous les. Monsieur Scheper, parlons un peu de transport en commun. Alors que la voiture occupe une si grande place, un soutien au transport en commun plutôt qu'à la voiture semblerait une option plus intéressante. Vous allez être d'accord, mais comment faire ce virage-là à Montréal ou dans les grandes métropoles? En fait, ça passe par différentes manières. Et puis, d'un point de vue de politique publique, on va avoir besoin d'une volonté qui est plus que simplement celle d'un maire ou d'une mairesse qui va vouloir le faire. Mais ça commence par là. C'est-à-dire que ça commence par dire, par exemple, est-ce qu'on veut, par exemple, s'assurer que le transport en commun soit moins cher, voire gratuit? Il existe de nombreuses villes qui, par exemple, commencent une gratuité du transport en commun avec une gratuité partielle, par exemple avec les personnes âgées ou les étudiants. C'est une manière d'une part briser l'isolement de certaines personnes, mais aussi de favoriser un déplacement pour de même réduire parfois les accidents de gens qui ont besoin de prendre le transport en commun. D'autre part, il y a des villes qui commencent en Europe particulièrement à augmenter finalement la gratuité complète. À Tallinn, par exemple, qui est la capitale de l'Estonie, il existe un programme de transport en commun gratuit et il y a plusieurs villes qui l'envisagent. Évidemment, ce sont des villes qui sont un peu plus petite que Montréal. Et donc, à ce moment-là, le projet n'est pas toujours doit être favorisé. Mais je pense qu'il faut commencer par proposer un transport en commun peu cher, agréable pour les gens, si on veut qu'effectivement ils le prennent le transport en commun. Et il faut aussi assurer que le service soit donné aux gens qui, dans les endroits où il y a une densité de population élevée, qui pourraient prendre le transport en commun. Ce qui a été le cas lors de l'avènement du métro, mais maintenant plus ça va, plus on a une densité de population par exemple élevée à Montréal-Nord, où est-ce que le réseau de transport en commun n'est pas aussi agréable ou facile en fait que ça serait si on était au cœur du plateau de Montréal par exemple. Et donc à ce moment-là, il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que je pense que, par exemple, de mon point de vue, bien que le REM ait des avantages, il rejoint une population moins densément peuplée, par exemple, que d'autres lieux à Montréal qui auraient besoin de transport en commun de manière plus prioritaire. Et c'est là où, par exemple, la ville doit, à mon sens, avoir un impact dans la prise de ces décisions-là. Mais il y a une autre part où est-ce qu'il faut que le gouvernement agisse. Et au Québec, le transport en commun, c'est incroyable à quel point il est... quand on pense à tout ce qu'on fait pour favoriser, par exemple, l'automobile à travers des agrandissements d'autoroutes, par exemple, ou des choses comme ça, alors que au Québec, on produit pas d'automobile. En fait, notre balance commerciale, lorsqu'elle est déficitaire, c'est à cause de l'importation d'essence et de voitures neuves qu'on va acheter. Alors que, au contraire, on produit des autobus, des trains. C'est quand même incroyable que chez nous, on se dise pas, mais pourquoi on n'axe pas notre politique de relance économique ou notre politique de manufacturière pour pousser le transport en commun qui va favoriser, en fait, plus souvent qu'autrement, là, les citoyens d'ici et pour les emplois ici. Et pour moi, il y a ce questionnement-là qu'il faut que la ville fasse, c'est-à-dire pousser les gouvernements à aller vers le transport en commun. Et ça, c'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec, aussi pour les voyages entre villes. Donc, il y a des intérêts à avoir un meilleur transport en commun. Et il faut rejoindre à la fois les gens peuplés, les endroits densément peuplés, mais aussi, par exemple, les lieux qui sont
proche de Montréal, mais loin du réseau. Par exemple, en fait, si on prend l'automobile, ça va vite, mais si on prend le transport en commun, ça va être compliqué. Et ça, il va falloir trouver une manière de le connecter. Et je pense qu'en unissant l'ensemble des municipalités de Montréal, c'est déjà un pas en avant là-dessus, mais il y a d'autres choses à faire. Parlons peut-être de la place de la technologie dans les transports. On parle beaucoup de ville intelligente. Montréal est-elle intelligente lorsqu'on parle du transport? A-t-elle aussi suffisamment de ressources pour l'être, professeur Saunier? Bon, je vais essayer de pas trop cliquer, mais à mon avis, actuellement, on n'est pas particulièrement en avance. Il y a des efforts qui sont faits avec autour de différentes actions, mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de vision d'ensemble. Quand je dis des actions spécifiques, on pourrait prendre le système d'information temps réel dans les bus, e-bus. Bon, c'est quand même pas très novateur. Hein. Si on est allé dans une ville européenne ou autre, ça fait plus de 10 ans que... Déjà. Voilà. Donc c'était vraiment dû là. Mais c'est toujours bien que ce soit là. Mais il manque un petit peu on a par exemple en termes de circulation, on a eu un centre de gestion de la mobilité urbaine qui est installé à la ville de Montréal, qui maintenant, si je le comprends bien, est connecté à tous ces feux. Mais on n'a pas forcément, encore une fois, de vue d'ensemble. On manque aussi, il y avait une des questions qui revenait aussi lors de l'accident récent, l'accident mortel de vélo, c'était de savoir est-ce que c'est la circulation de transit qui serait à l'origine, qui pourrait expliquer qu'il y a beaucoup plus de circulation sur le chemin Camille-Out qui serait en cause dans l'accident. Le problème, c'est que personne ne peut répondre à cette question actuellement. Et pourquoi on peut pas? Parce que la ville n'a pas de programme de comptage, a très peu de capteurs permanents. Donc, c'est-à-dire des choses qui permettent d'avoir des données de base pour faire des diagnostics de transport en général. Donc, des comptages des vitesses. Il y en a très peu. Et donc, on n'est pas capable, et il n'y a pas non plus de programme. L'alternative à ça, c'est d'avoir des comptages temporaires qu'on fait de façon régulière à différentes périodes de l'année, sur des périodes de temps limitées, une semaine. Et on crée une image générale pour reconstituer une image générale pas vraiment des déplacements, mais en tout cas des comptages des débits, qui sont des choses qui permettent de répondre à ce type de questions, mais aussi quand on fait un diagnostic de sécurité routière, il faut évidemment savoir ces déplacements. Plus vous aurez de déplacements, plus vous aurez d'accidents. Donc, si on veut savoir si un endroit a vraiment beaucoup d'accidents juste parce qu'il y a beaucoup de monde ou parce qu'il y a d'autres facteurs comme l'environnement n'est pas approprié, il faut pouvoir faire cette mesure. Donc, on manque de capteurs. Données-là, finalement. Ouais, on manque de données pour prendre ce type de décision. Ce qui est vraiment la base d'avoir une approche systématique, objective et quantitative de ces problématiques-là. Si on va un petit peu plus loin, il y a des initiatives qui ont été prises, par exemple avec de la collecte de données, encore une fois, sur les téléphones intelligents. Là, on pense à une application qui a été lancée l'année dernière, qui est reprise cette année, Montréal Trajet. Mais c'est pas toujours clair à quoi ces données vont servir, ni à quoi s'il y a un objectif spécifique. Nous, on est heureux, on est chercheurs. Moi, ça fait au moins des travaux pratiques pour mes étudiants, mais ça fait pas forcément un programme de compréhension, encore une fois, de ce qui se passe. L'ensemble du problème, finalement. Le temps file. Donc, pour résumer, quels sont les engagements en manière peut-être de transport en commun que devrait prendre le prochain maire ou la prochaine mairesse? Professeur Monsieur Chabert. Moi, je pense que ça, en transport en commun, je pense que, l'idée de la ligne rose, on peut avoir des critiques à différents niveaux, c'est-à-dire sur la capacité de le réaliser, sur le temps que ça peut prendre. C'est une promesse électorale. On est habitué d'entendre ce type de choses-là. Ceci étant dit, je pense que c'est un projet qui est porteur. C'est un projet qui peut avoir un effet réel et qui doit diminuer la densité, par exemple, de personnes sur la ligne orange qui y arrivent de Laval et qui finalement prennent en gorge, entre guillemets, la ligne orange. Donc, je pense que c'est intéressant. Ceci dit, il y a déjà eu, quand on commence à avoir des discussions sur les tarifs sociaux, sur des gratuités pendant des fins de semaine où on peut avoir aussi et je pense que c'est nécessaire de commencer par là. C'est peu importe comment ça va être fait, je pense que tous les pas, il n'y a pas de mauvais pas à ce niveau-là. Ceci dit, je pense qu'il va falloir aller plus loin. Si on veut atteindre les objectifs de baisse des gaz à effet de serre, par exemple de Montréal, qui sont de 80 à 85% d'ici 2050, il va falloir commencer quelque part. Il va falloir réussir à faire ça et je pense qu'il faut intégrer dans la culture, entre guillemets, populaire que prendre le transport en commun, c'est pas uniquement parce qu'on est dans le besoin, par exemple, que c'est aussi parce que c'est le meilleur système de transport pour se rendre du point A au point B. Et pour ça, il faudrait que ce soit effectivement le meilleur système de transport, prendre le point A au point B. Et en fait,
j'exclus le vélo ici, là, mais le vélo aussi peut être la marche à pied, le transport actif aussi. Et pour ça, il va falloir que ça soit agréable de prendre le transport en commun. Mais je pense que c'est possible et je pense que ça peut se faire à peu de prix, sans investir trop d'argent, mais en même temps en se disant, ces investissements-là, ce sont des infrastructures pour le futur de Montréal et non pas uniquement se dire c'est une dépense ou un trou financier. C'est tout le contraire, c'est pour favoriser le transport de demain. Oui, professeur Saunier, les engagements de la future mairesse ou du prochain maire, peut-être en matière de sécurité routière? Encore une fois, je pense qu'il y a des aménagements qui peuvent être faits. On les connaît, et donc on peut améliorer les aménagements pour tous les usagers, mais en particulier les usagers vulnérables, pour améliorer leur sécurité. Donc il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qu'il faut continuer. Peut-être un autre point qui est plus général, qui me semble important, c'est que le transport est un domaine sur lequel tout le monde a une opinion, tout le monde parle, qui est une expérience quotidienne. Mais je suis toujours un petit peu frustré en tant que chercheur de lire beaucoup de réactions et d'opinions catégoriques sur certaines choses sur lesquelles il y a de la recherche. On sait, ou en tout cas on est capable d'évaluer l'impact de ces aménagements. Un feu de circulation, c'est pas toujours plus sécuritaire qu'un autre type de contrôle. Un panneau d'arrêt, pas forcément non plus. C'est bien plus adapté de faire de l'apaisement de la circulation. Tout un ensemble de choses qui sont prouvées ailleurs, sur lesquelles on a des guides, et on est aussi capable de faire des évaluations sur le terrain. Et donc je pense qu'on devrait aussi avoir une attitude beaucoup plus scientifique à l'égard de ces sujets, en s'inspirant d'une part de ce qu'on sait et d'autre part, et ce qu'on fait dans certains cas, mais pas de façon systématique, en évaluant les aménagements qu'on fait ici à Montréal. Oui, qu'on a déjà finalement. On était en compagnie donc du professeur Nicolas Saunier, professeur en génie des transports à l'École polytechnique, et de Bertrand Schepper, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci à tous les deux. Merci. Nous retrouvons Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier. Bonjour Normand. Bonjour. Vous étiez à Winnipeg il y a quelques semaines pour Génération Énergie, la grande réflexion fédérale qui doit mener à un plan de transition énergétique pour le Canada. Oui, tout à fait. C'était la grande messe, si on veut, nationale sur l'énergie. Il s'agissait d'un processus qui a été lancé par le ministre Carr, qui est le ministre des Ressources naturelles du Canada, en avril dernier. Donc, essentiellement, ils ont mis en place un site Internet et ils ont aussi lancé des rencontres avec différents groupes à travers le Canada qui culminaient, donc tout ce travail-là de consultation culminait avec un 2 jours à Winnipeg avec 600 personnes à peu près de l'entièreté du Canada, des industriels, des lobbyistes, des universitaires, des citoyens aussi qui étaient là pour réfléchir sur l'énergie. Le défi est immense, hein, parce que le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% entre 2005 et 2030. Et en gros, il n'y a rien qui est fait encore. Donc, tout le travail est à faire et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors, c'était le but de cette réunion-là. Et j'ai eu le plaisir d'y participer. Et j'avoue que je suis rentré de cette visite-là un peu perturbé. D'abord parce que j'ai réalisé, comme souvent, que le Canada n'est bilingue que ce papier. Alors, cette grande messe-là de 600 personnes financées par nos impôts fédéraux s'est passée uniquement en anglais ou presque. Donc, les francophones avaient droit au casque d'écoute pour écouter la traduction. Mais en gros, tous les panélistes sur la grande salle se sont exprimés en anglais. Et j'ai été à peu près la seule personne à présenter en français pendant les 2 jours. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu déprimant. Plus déprimant peut-être encore, c'est le fait que l'industrie du pétrole et du gaz naturel était très, très présente et très présente physiquement, mais aussi dans la discussion, dans la réflexion auquel on avait droit. Donc même le ministre Carr a bien expliqué qu'un des enjeux importants, c'était de s'assurer qu'on puisse exporter autant de pétrole et de gaz naturel que possible. Alors, ça détonne un peu avec une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et au sortir donc de cette conférence-là, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il en reste. Donc,
Un des problèmes, évidemment, c'est que le site Internet lui-même, je pourrais vous envoyer pour lire les rapports qui ont été déposés, les réflexions des citoyens qui ont été présentés, le programme de la conférence. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'on a retiré le site Internet générationénergie.ca le lendemain de la conférence. Donc, en gros, il n'existe plus aucune trace de cette grande consultation, ce qui va un peu à l'encontre de l'ouverture dont on nous parle. On n'a aussi aucune trace des prochaines étapes qui vont suivre, parce qu'évidemment, c'était normalement, après une grande réflexion comme ça, on doit se construire, on doit décider où est-ce qu'on va, comment on va se transformer et quelles seront les prochaines actions. Et malheureusement, on se retrouve au sortir de cette rencontre-là avec très, très peu de pistes de ce qui s'en vient. Or, on sait que le gouvernement doit agir, on sait qu'il veut agir, donc il y a des pressions, mais on est un peu dans l'expectative, puis on ne sait pas vraiment à quoi auront servi tous ces efforts de centaines de milliers de Canadiens, parce que plus de 300 000 Canadiens ont participé à cette consultation-là. On se retrouve donc aujourd'hui au bord d'un précipice. On ne sait pas où sera le pont, où sera la corde, comment nous allons traverser ce précipice-là. Et pour moi, donc, ça me laisse un peu sur ma faim. C'est peut-être caractéristique, on va dire, du gouvernement Trudeau là, depuis qu'il est en place. Donc, on fait des annonces, on fait des consultations, et quand vient le temps d'aboutir avec un projet qui tienne la route, bien, on attend un peu. On est un peu dans l'expectative et on est souvent un peu déçus. J'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère qu'on aura bientôt des nouvelles. Donc, je ne veux pas être complètement pessimiste. Mais la question donc de la transition énergétique, après avoir occupé les esprits pendant plusieurs mois sur le niveau fédéral, on se retrouve aujourd'hui avec relativement peu devant nous. Et voilà, donc mon petit billet de Winnipeg qui apporte peut-être une trace un peu d'amertume, mais on va essayer de rester positif et d'espérer que très, très bientôt, on aura les retours sur ce grand exercice de consultation. Oui, c'est très décevant, en effet. Il faut conserver l'espoir malgré tout. Ça ressemble beaucoup à un coup d'épée dans l'eau de la part du gouvernement fédéral. Voilà. Alors, on n'a pas les moyens d'attendre comme ça, puis de perdre nos efforts et notre temps, étant donné le temps qui avance et les changements climatiques qui continuent à perturber notre environnement. Oui, merci beaucoup. C'était Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier, animateur de La Grande Équation, l'autre est donc émission de science et que vous pourrez peut-être retrouver encore une fois en chronique à Je vote pour la science. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy